Madame la directrice, merci. Monsieur le secrétaire Thank you very général, merci much, de Madam l'invitation qui nous a Director, été Secretary faite, General. Thank you very much for having invited us here this afternoon. Donc, je suis directeur pour les partenariats innovants et je vais vous présenter un petit peu une approche complémentaire à ce qui a été très bien explicité dans ce rapport et qui a été à quelques reprises mentionné, qui est le rôle des régions. On a entendu parler plusieurs fois l'activité ou les décisions qui sont prises par certaines de régions, dont l'Inde, qui a été citée à 2 ou 3 reprises pendant l'exposé. Notre rôle a été durant ces 5 dernières années au sein du PNUD, de mettre en exergue le rôle ce qu'on appelle les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales que sont les villes, que sont les régions, que sont les provinces, à la fois dans les pays industrialisés et dans les pays en développement, également les pays émergents bien entendu. Et nous constatons qu'à peu près 75% les investissements qui sont faits dans les infrastructures dites publiques, y compris dans une certaine mesure les infrastructures à caractère énergétique, en fait, tombent dans les mains des collectivités territoriales. Et elles tombent d'autant plus dans les mains des collectivités territoriales quand on parle d'énergie renouvelable, puisque par nature, on l'a cité dans ce rapport-là, elles sont décentralisées. Quand on parle de l'éolien, quand on parle de solaire, quand on parle de biomasse, quand on parle de micro-hydraulique, ce sont le plus souvent au sein des collectivités territoriales. Or, force est de constater que dans l'écran radar du système international, des négociations internationales, ces collectivités territoriales sont non seulement pas entendues ou écoutées, mais sont pratiquement absentes du débat, alors qu'un rapport du PNUD qui a été publié précisément à Copenhague pendant la conférence des parties au mois de décembre 2009 mettait l'accent sur la potentialité de la réponse que pouvaient apporter ces mêmes collectivités territoriales à cet enjeu du développement durable, et plus particulièrement sur le changement climatique et les effets induits que sont l'efficacité énergétique, qu'on rappelle pas assez souvent. Il faut non seulement produire plus d'électricité, mais il faut dépenser moins l'électricité ou mieux l'électricité qui nous est produite. Alors, par rapport à cet ensemble de partenaires, cet ensemble d'acteurs qui ont entre les mains une force non négligeable. On le voit par exemple en Californie, rappelez-vous en 2004 les énormes ruptures de courant électrique produites auprès des citoyens, et un homme vient après, le gouverneur Schwarzenegger, et décide précisément, grâce aux renouvelables, entre autres, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture sur la chaîne à la fois de production et d'alimentation d'électricité. Aujourd'hui, la Californie, c'est 20% de son énergie renouvelable, 20% de sa production énergétique venant du renouvelable. On voit d'autres régions dans le monde, que ce soit en Écosse, que ce soit en Espagne, que ce soit au Brésil, de plus en plus, l'énergie renouvelable, des décisions sont prises entre les pouvoirs locaux, au niveau des pouvoirs locaux, pour précisément atteindre ces objectifs. Si on prend aussi la Norvège, 95% de la production énergétique est produite par le renouvelable, quand bien même la Norvège est le 6e producteur pétrolier au monde. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur ces collectivités territoriales qui nous sont une réponse, et j'invite peut-être la CNUSED dans son prochain rapport à essayer d'avoir un petit peu une prospective sur le rôle de ces collectivités territoriales, dont on va entendre de plus en plus, notamment à Rio +20 au Brésil au mois de juin l'année prochaine. Alors, une des grandes contraintes que nous avons tous, nous acteurs du développement, et qui n'incombe pas seulement au niveau étatique, c'est en fait qu'il y a une difficulté à permettre une relation, je dirais, fluide entre ceux qui ont le pouvoir de décision, notamment au niveau local, que sont ces maires, que sont ces présidents de région, d'avoir accès à cette technologie, d'avoir accès à cette connaissance,
pour que ces acteurs-là puissent avoir entre leurs mains les outils nécessaires à non seulement une prise de décision, mais à l'élaboration de projets. Et c'est là où le secteur privé devient extrêmement intéressant, c'est là où les régions, les villes qui ont déjà une expérience à la matière deviennent intéressantes, c'est comment permettre cette relation entre celui qui sait et celui qui sait moins, pour que celui qui peut prendre la décision le fasse en bonne connaissance de cause. Ce qu'il manque beaucoup, et on le voit bien notamment en Afrique subsaharienne, dont on rappelle ici en passant qu'elle n'a accès qu'à 2,4% des mécanismes financiers liés à l'environnement, que ce soit le mécanisme de développement propre, que ce soit le Fonds global de l'environnement, dont les seuls qui peuvent accéder à ces fonds sont aujourd'hui les États, mais précisément ces États n'ont pas les bons projets dans leur tiroir, alors que les collectivités territoriales pourraient être accompagnées, puisqu'elles en ont un mandat à élaborer ces projets et accéder à ces financements. Et donc le troisième univers, c'est effectivement l'univers de la finance. La finance publique d'abord, bien évidemment, dont on sait malheureusement que l'aide publique au développement va en diminuant, mais qu'elle puisse être un facteur, un effet de levier, une sécurisation, comme vous l'avez dit, pour à la fois réduire le coût de transaction, à la fois réduire le risque d'investissement auprès de ces investisseurs privés. Et donc là, il y a des choses intéressantes qui commencent à naître, et je crois qu'on entendra parler demain avec la Banque asiatique de développement, qui a élaboré un processus de travail avec notamment un État, mais d'autres villes également, en Inde, Gujarat, pour lequel il a analysé, il a mis à disposition son expertise pour voir dans quelle mesure les projets à caractère énergétique, entre autres venant de ces collectivités territoriales, pouvaient rencontrer les critères d'éligibilité à leur bancabilité. En d'autres termes, comment aider cette collectivité territoriale qui a un portefeuille de projets en main à mieux élaborer son projet pour rencontrer les critères demandés, souhaités par la Banque régionale de développement asiatique. Et ce travail est en cours, va se prolonger notamment dans d'autres villes et régions d'Asie, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit en Chine, et qui devrait permettre les relations qui sont nouées avec un certain nombre d'investisseurs privés, que ce soit des banques privées, que ce soit des fonds de pension, pour rendre attractif l'investissement qui peut être fait dans ces nouvelles technologies. Donc il y a tout un secteur d'activité qui est souvent pas assez mentionné, sur lequel nous essayons de travailler au PNUD, avec le PNUE, avec un certain nombre d'autres agences des Nations Unies, avec l'Agence internationale de l'énergie par exemple, qui se rend compte que dans l'exercice d'élaboration de ce qu'ils appellent les technologies roadmap, donc dans les plans d'action technologiques pour la sécurité énergétique, les régions peuvent avoir un intérêt à élaborer ces plans d'action pour être armées à proposer des projets, donc accéder au financement. Et donc il y a tout un deal flow qu'il faut mettre en place, qu'on essaye d'accompagner avec un certain nombre d'acteurs, collectivités territoriales, secteur privé, banques d'investissement, banques de développement et banques d'investissement privées. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'invite la CNUSED et les États à se pencher de plus en plus, parce que je pense que, nous pensons qu'il y a là une voie intéressante à poursuivre, à réfléchir, à encourager, pour précisément rencontrer les objectifs, les recommandations qui sont assignées dans ce rapport. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur le rôle des collectivités territoriales. Il y a un deuxième point sur lequel nous travaillons également au PNUD et qui pourrait être intéressant dans le cadre de l'innovation. Nous travaillons avec des États, notamment le gouvernement français, le gouvernement hollandais, qui par la loi a permis aux autorités locales des pays respectifs, en l'occurrence en Hollande et en France, une loi qui s'appelle la loi Oudin, qui permet aux collectivités territoriales d'utiliser jusqu'à 1% de leurs recettes
budgétaire dans le domaine de l'eau, de financer des projets d'accès à l'eau dans les pays en développement. Donc c'est l'eau qui finance l'eau. Et nous, PNUD, avec un certain nombre d'États, un certain nombre d'agences des Nations Unies, certaines associations de collectivités territoriales, essayons de faire la promotion de la possibilité au niveau de l'ensemble des pays de l'OCDE pour que les collectivités territoriales qui ont par nature en charge la gestion de l'eau, qu'elles soient en direct ou déléguées, puissent octroyer 1% de ce budget-là. Uniquement en Union européenne, si était généralisée cette loi sur l'eau, c'est 4,8 milliards d'euros par an qui seraient dégagés pour des projets eau dans le plan de développement. En France, c'est 20 millions d'euros par an, ce qui devient supérieur à l'effort de l'État français dans son aide publique sur la gestion de l'eau. Alors pourquoi cette transgression sur l'eau? C'est que la loi Oudin en France permet à ces mêmes acteurs d'octroyer un processus similaire, un mécanisme similaire sur l'électricité. Donc on pourrait très bien imaginer dans le domaine de l'électricité, en tout cas, d'imaginer de facturer 1% en tout cas de la production énergétique non renouvelable auprès des citoyens à travers les institutions qui produisent et qui distribuent l'électricité, de le mettre à disposition de projets en matière d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Et ça, je crois que c'est aussi une deuxième voie à suivre pour les financements innovants dont on entend de plus en plus parler. Je crois que le G20 a essayé de faire un effort de ce sens-là, il n'a pas encore abouti, mais on va voir au Forum mondial de l'eau au mois de mars une résolution au niveau présidentiel encouragée par un certain nombre d'États dans le domaine de l'eau, et on pourrait imaginer dans les années à venir à faire pareil au niveau des énergies renouvelables. Donc voilà un peu les deux messages principaux en termes d'innovation que nous portons au PNUD et sur lesquels nous travaillons un certain nombre d'agents des Nations Unies, d'États, d'entreprises innovation at UNDP, and I think there is a lot that can be done with local authorities.